Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Un an après le printemps arabe, de nombreux spécialistes de la question participent ces jeudis et vendredis aux géopolitiques de Brest. Parmi eux, Assia Boutaleb, notre invitée. On évoque avec elle la situation particulière de l'Égypte, juste après le point sur l'actualité de ce jeudi 26 janvier dans le Finistère. Premier rendez-vous judiciaire ce jeudi dans l'affaire du Socalic au tribunal de commerce de Brest. L'audience devait évaluer le préjudice financier de la famille Jobard suite au décès du marin-pêcheur à bord du Socalic en août 2007. Le caseyeur Roscovite avait été percuté par le cargo Ocean Jasper. L'audience ce jeudi ne juge pas le fond, ce qui exaspère la famille du marin-pêcheur. On écoute à mi-audience quelques réactions au micro de Xavier Patrijon. C'est la mort d'un homme qui fait basculer tout et qu'aujourd'hui c'est un numéro et qu'on veut faire payer ce numéro, c'est tout. Voilà. Il est devenu un numéro. On ne pense même pas à sa mort à lui. On ne se rappelle même plus de la date de sa mort. Vous avez bien vu quand il parle, il ne se rappelle plus si c'est 2007, 2008, 2009. Alors c'est quoi ça ? Et pourtant, ils nous ont cité les textes de loi et ils le savaient par cœur. Oui, les textes de loi, ils le savent. savent. Un homme, ils ne savent même pas la retenir. Qu'est-ce qui compte? C'est pas l'argent qui compte. C'est que justice soit rendue à mon mari pour ce qu'il a fait, lui au moins d'héroïque dans ce naufrage, et que les gens qui ont commis ce naufrage soient punis. C'est tout ce que j'attends. Mais pas d'argent, pas comme ils sont en train de faire là. 3 nouvelles aires pour le Finistère. La région Bretagne lance une grande opération de remise aux normes des aires de repos le long des voies express. Exemple, à Pont-de-Buis, Pauline Ferco. L'aire de repos de Pont-de-Buis, située sur la RN 165 entre Quimper et Brest, fait peau neuve. Pour inaugurer les travaux de son nouveau bâtiment sanitaire, autrement dit son bloc de toilettes publiques, de nombreuses personnalités locales s'étaient donné rendez-vous ce jeudi matin. Car ces nouvelles toilettes publiques sont loin d'être banales, elles seront au top de la technologie sanitaire française, armée contre le vol et le vandalisme. On y remédie en plaçant des matériaux classés au feu, donc qui ne sont pas inflammables, dont à savoir de l'inox et du carrelage. Pour qu'il n'y ait pas de dégradation, toute la robinetterie et toute la tuyauterie est intégrée dans la cellule en béton armé. Et tout est fixé par un système de vis inviolable. Et loin de se restreindre à son simple rôle de cabane à pipi, comme l'appellent couramment les automobilistes, ce bloc sanitaire pourrait devenir un lieu touristique de notre beau département. Mais c'est aussi d'en faire, dans la mesure du possible, et avec l'accord des collectivités ou des associations, d'essayer d'en faire à certains endroits des lieux de présentation, de découverte du territoire dans lequel elle se situe, de façon à donner par une dégustation, une démonstration, donner l'envie d'aller dans la commune voisine. Et les Finistériens du Nord ne seront pas en reste puisque des installations similaires seront mises en place sur les aires de Saint-Servais et de Guiclan sur la Nationale 12. Direction Concarneau, où 2 amoureux de la mer se sont lancés dans la rénovation d'une vedette. Actuellement au port à sec, le bateau est entièrement à refaire. Originalité du projet, les 2 hommes n'étaient pas marins pour un sou. C'est la découverte totale, regardez. Gratté, poncé, décapé, Tahar et Fred se sont lancés un grand défi, offrir une seconde vie à l'Enez-Glace, l'île bleue, une vedette en bois de 19 mètres construite en 1970. Si, un grand défi. Avant de commencer le projet, ces 2 hommes ne connaissaient rien aux techniques maritimes. C'était tout simplement une envie de faire quelque chose avec un bon copain. Effectivement, je pars de zéro, je connais rien du tout. Donc c'est un petit peu la joie effectivement de découvrir tout ce patrimoine maritime avec les vocabulaires évidemment techniques. On a un petit budget, donc il faut mettre la main à la pâte. Sans prétention aucune, on est devenus de bons charpentiers de base, de bons mécaniciens. Tahar alterne entre son activité de commerce et la rénovation du bateau. Fred a quitté un emploi de bureau pour ce projet. Il passe actuellement une formation pour devenir matelot et faire partie de l'équipage. 3 autres personnes se sont liées à cette aventure. L'objectif c'est de le remettre à flot rapidement. Donc déjà avril, j'espère, avec la course la G2R. Mais pas pour faire la course, pour proposer un support pour l'événement, pour les gens qui voudront embarquer par exemple. Lors de la saison touristique, offrir aux nombreux visiteurs, puisqu'il y a 1 million à peu près de visiteurs de la ville close par an, une balade commentée de la sortie du port de Concarneau. Et 3e objectif, faire de l'Enez-Glace un lieu de formation. Encore des dizaines et des dizaines d'heures de travail et ce bateau pourra transporter une centaine de passagers à chaque sortie dans la baie.
Place à notre invitée Assia Boutaleb, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 8. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre des géopolitiques de Brest, une série de conférences à l'UBO, l'université de Bretagne occidentale, sur le terme du printemps arabe. Votre intervention portait sur l'Égypte. Mercredi était célébré le premier anniversaire du début de la révolte égyptienne, place Tahrir notamment, qui a entraîné la chute du dictateur Hosni Moubarak. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Depuis un an, ce qui a changé, c'est que le pays est dirigé par les militaires de manière explicite. Avant, depuis l'indépendance de l'Égypte, depuis la prise de pouvoir par Gamal Abdel Nasser, l'Égypte était dirigée par des militaires qui, au fur et à mesure, se sont mis en retrait et dans les coulisses. Là, depuis le départ de Hosni Moubarak, les militaires ont les rênes du pouvoir. Ce qui a changé, pas beaucoup de choses et en même temps énormément de choses. Pas beaucoup de choses dans le sens où il y a eu, où les personnages clés restent en place, où la haute fonction publique est restée quasiment inchangée. Ce qui n'a pas changé, c'est que la situation économique est terrible. Ce qui n'a pas changé, c'est que les jeunes militants continuent à être arrêtés, continuent à être traduits selon les lois de l'état d'urgence, qui veut que quand vous êtes arrêté pour activisme politique, vous êtes traduit devant des tribunaux militaires et pas des tribunaux civils. Ce qui a changé, par contre, ça a été que le peuple redécouvre son pouvoir. Ce qui a changé, c'est qu'il y a maintenant une effervescence politique extraordinaire, la constitution de nombreux groupes politiques, de nombreux groupes d'opposition. Ce qui a changé aussi, c'est les élections législatives qui ont vu l'arrivée au pouvoir, la victoire de nouveaux acteurs. Quel regard porte aujourd'hui la jeunesse égyptienne sur la situation du pays et sur l'avenir du pays peut-être ? Alors, il est difficile de dire toute la jeunesse égyptienne. Si on prend les groupes de révolutionnaires qui continuent à se revendiquer comme révolutionnaires, le regard est très, très sombre. Le regard est que la révolution leur a été confisquée, qu'ils ont fait la révolution pour après être complètement marginalisés, que la révolution continue, surtout, ce qui va à l'encontre Ça, on n'est pas encore dans l'après-révolution, on est encore dedans, en fait. Exactement. Du moins, c'est le message des jeunes. Et pour les jeunes et la jeunesse, soyons exhaustifs et prenons tout le monde dans le même paquet, la révolution doit continuer. Et la révolution continue. Ce qui fait qu'ils ont été dans une position assez ambiguë par rapport à cette célébration des 1 an de la révolution. Parce que beaucoup de jeunes ont dit on célèbre la poursuite de la révolution, on ne célèbre pas la révolution. Et hier, sur Tahrir, les mots d'ordre étaient un peu différents de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que les idéaux pour lesquels se sont battus les jeunes Égyptiens, ils ont peut-être un idéal aussi de démocratie, de voir arriver à la démocratie dans le pays. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir être accompli un jour en Égypte ? À moyen terme, non. À long terme, oui. Mais comme dirait Keynes, à long terme, on est tous morts. Mais blague à part, oui, je pense que ça peut arriver simplement. Et enfin, ça peut arriver dans 5 ans s'il y a une véritable alternance. Là, les élections législatives ont produit un Parlement avec une certaine coloration politique. Le grand test sera durant les prochaines législatives. Est-ce qu'effectivement, il y aura une alternance et il y aura un renouvellement. Le grand test sera l'élection présidentielle, qui est normalement prévue pour juin, avec aucune garantie. Les militaires laisseront-ils tout le monde participer comme candidat ? Comment vont se passer ces élections ? La vraie question, c'est dans 5 ans, est-ce qu'il y aura vraiment une alternance ? Ou est-ce que les règles du jeu vont être suspendues pour dire, bon, maintenant, on reste, il y a un statu quo. Est-ce que la France peut jouer un rôle là-dedans ? Je vais répondre peut-être de manière un peu brutale. Non, je crois pas. Dans le sens où, d'abord, on lui demande pas. D'abord, les Égyptiens, ni les Tunisiens, si on veut être plus globaux sur le printemps arabe, ne demandent à ce que des puissances étrangères, a fortiori ex-colonisatrices et tout ça, jouent un rôle. Le seul rôle qui peut être joué, c'est peut-être de vigilance par rapport au respect ou pas des libertés. Mais sinon, on lui demande pas. Tout à l'heure, vous parliez des jeunes qui se sont vus retirer un peu cette révolution désappropriée, notamment avec l'arrivée des frères musulmans, c'est ça, qui finalement se sont appropriés cette révolution actuellement. Est-ce que l'Égypte est réellement dans l'après-révolution ou pas ? Enfin, comment ça va évoluer ? Je pense qu'on est encore en plein dans la révolution. On est dans une période
de transition. La transition, c'est la détermination de nouvelles règles du jeu. On n'a pas encore déterminé toutes les règles du jeu. On ne sait même pas si les différents acteurs vont s'y tenir à ces règles du jeu. Quand vous dites les islamistes ont remporté cette révolution et ont confisqué, c'est pas vraiment les islamistes qui ont confisqué la révolution des mains des jeunes, c'est beaucoup plus l'armée. Mais l'armée et les islamistes s'entendent et sont en négociation. Ce qui a été la grande surprise de cette révolution, c'est la montée en puissance des salafistes, qui sont encore une autre branche de l'islam politique. Merci beaucoup, Assia Boutaleb, d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.